Bonjour à tous et bienvenue sur Hawk Invest à nouveau. On est dans un décor particulier aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de tourner dans ce genre d'endroit. Et aujourd'hui, on va interviewer Laurent Mayer, qui est derrière le projet CryptoStone, mais qui a également un parcours assez impressionnant dans l'immobilier en général. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la tokenisation immobilière, ce qu'est le projet CryptoStone, et également d'autres projets qui tournent autour dans tout cet écosystème, et en particulier la ville, la capitale de la blockchain, on l'espère, celle de Metz. Et bienvenue Laurent. Merci. Pour la première fois sur notre chaîne. Exactement. Pour commencer, est-ce que tu pourrais juste présenter ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu en général? Tu vois, c'est par rapport aux autres personnes qui sont dans le monde de la crypto. Tu vois, c'est mon parcours, il a commencé il y a vachement plus longtemps que les autres. Mais globalement, toi, j'ai fait des études un peu classiques de gestion. Et puis, par contre, depuis toujours, j'ai été passionné par l'immobilier. Je dirais depuis l'âge de 6 ans, mais on va en reparler après. Et j'ai passé, à part quelques mois de ma vie chez KPMG, en fait, j'ai passé toute ma vie à monter des entreprises, une boîte de distribution de fournitures de bureau, j'ai fait une boîte de recyclage et aussi une grosse partie de ma vie en fait sur tout ce qui est conseil en achat et en récupération d'erreurs de facturation. Et en parallèle, j'ai toujours eu cette passion pour l'immobilier que j'ai développée. Donc voilà. D'accord, donc ce n'est pas ton premier projet Ah non, entrepreneurial, non. j'imagine. Et puis même aujourd'hui, tu vois, je pense que je dois avoir encore une trentaine de sociétés, un truc comme ça. Alors, et dans la trentaine de sociétés, alors si le chiffre est grand, en fait, c'est souvent des sociétés immobilières. Mais par contre, c'est tous les métiers. Tu vois, c'est là aussi, je vais retracer tous les métiers de l'immobilier, c'est l'aménagement, la promotion, l'investissement, tout ce qui est marchand de biens, etc. Donc tu dis que tu as monté plusieurs entreprises, que ce soit autour de l'immobilier ou autre, mais aujourd'hui, ce sujet de la tokenisation immobilière, l'idée derrière CryptoStone, comment est-ce qu'elle est venue? Je dirais plusieurs choses. La première, j'ai toujours été aussi passionné par tout ce qui est tech. En fait, c'est vraiment pour moi, que ce soit la tech dans un peu tous les domaines, en tout cas, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup lu, etc. La blockchain, comme l'intelligence artificielle, c'est des choses aussi que je suis de très très près. Et après, avec Gary, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Gary Florimond, du coup, on mettra Voilà, une c'est image à côté de toi. un grand basketteur, c'est ça. Alors après, c'est bien parce que sinon, toi, j'ai vraiment l'air tout petit quand il est à côté de moi. Avec Gary, en fait, on parlait aussi beaucoup de tout ce qui est technologie. Lui, il s'intéresse aussi pas mal à l'immobilier parce que même avant de me connaître, en fait, il avait déjà fait des investissements immobiliers. Donc voilà, en échangeant sur la blockchain, sur la crypto, etc. Et à un moment, on s'est dit, ok, non, mais finalement, il faut vraiment qu'on se lance et on s'est lancé. D'accord. Et tu vois vraiment un avenir du coup dans l'immobilier parce que c'est un secteur qui est déjà établi, beaucoup de gens y investissent parce qu'ils y voient une stabilité. Aujourd'hui, on sait que les Français préfèrent la pierre que n'importe quel autre investissement qu'ils considèrent peut-être trop volatile. Est-ce que tu penses que cette surcouche blockchain, cette tokenisation, va révolutionner le secteur, peut-être amener de l'innovation, de nouveaux investisseurs aussi? Est-ce que la blockchain, en fait, ça a un avenir dans l'immobilier? La réponse, c'est oui. En fait, c'est plus qu'un avenir. En fait, c'est même, de mon point de vue, une révolution dans l'immobilier. C'est un marché qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il faut avoir un minimum de moyens. Souvent, on entend toujours parler de quelqu'un qui a fait une bonne affaire, mais on entend rarement parler des nombreuses personnes qui ont fait de mauvaises affaires en immobilier. En réalité, c'est pas très compliqué de se planter en immobilier. Tout ce qui brille n'est pas de l'or et après, éventuellement, on pourra le développer si tu en as envie. Même si les gens voient l'effet levier. Alors, d'une part, pareil, l'effet levier peut être en fait magique. Et en même temps, aujourd'hui, par exemple, une boîte comme Wavestone, en fait, qui est un fonds d'investissement qui a des difficultés, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup d'effets leviers. La dette peut être un piège. Aujourd'hui, c'est hors blockchain. Entre juste le moment où tu as identifié un acquéreur et le moment en fait, où tu vas vendre ton bien, c'est minimum 3 mois. La blockchain, en toute légalité, on est capable de faire ça en quelques secondes, selon le choix de la blockchain, quoi. Pour revenir sur ce que tu as dit, est-ce que tu peux résumer quelques avantages de la blockchain, faire un petit overview de ça pour utiliser la blockchain dans l'immobilier? C'est l'immobilier pour tous. S'il y a par exemple quelqu'un qui a eu une fois une problématique de paiement, qui était interdit bancaire ou je ne sais quoi, en fait aujourd'hui il a plus accès au crédit. C'est inclusif, ça permet en fait à tout le monde de pouvoir faire de l'investissement immobilier. Ça permet d'acheter sur des montants pareils, qui sont beaucoup plus faibles. Si on prend le projet CryptoStone, à partir une fois qu'on va rentrer en public sale, c'est à partir de 100 euros, tu peux commencer à devenir propriétaire de biens immobiliers, ce qui n'est pas possible autrement. Autrement, il te faut des dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, on voit que c'est un secteur qui est nouveau,
C'est un secteur qui pose encore beaucoup de questions. En Europe, nous commençons à voir un tout petit peu le bout du tunnel au niveau de la régulation. Mais quand on combine l'immobilier, quand on combine la crypto-monnaie, le versement des intérêts, etc., quelle est la régulation aujourd'hui autour de ça? Est-ce que c'est l'AMF qui s'en occupe? Est-ce qu'on doit créer une réglementation complètement nouvelle? Comment est-ce que ça se passe? Moi, ce que je maîtrise et ce que je connais, c'est notre modèle. Un modèle qui accepte tous les paiements fiat et qui accepte tous les paiements crypto. Tout tourne malgré tout autour de l'euro tant qu'on n'est que européen. Vu qu'on transforme, c'est le PSP qui lui nous délivre en fait des euros. On n'a pas besoin par exemple d'agrément PSAN. Nous, en fait, on est un security token. Donc, comme on a un security token, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'un security token ne fonctionne pas comme un utility token. Donc, le security est considéré comme non seulement un actif de, comment dirais-je, de conservation, d'investissement. On n'est pas considéré comme un actif numérique. Ce qui veut dire que toutes les problématiques de régulation de la crypto que tu peux voir habituellement, sur le security token, c'est un actif financier. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un peu sur le projet CryptoStone, puisque là, on vient de parler de la régulation et tu m'as dit qu'il n'a pas besoin de PSAN. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux juste revenir du coup sur comment l'investissement se passe exactement chez CryptoStone? Quelles sont les différentes étapes pour que les investisseurs puissent investir chez vous? Alors, c'est une bonne question. Ça, c'est pour que les investisseurs en fait, puissent venir investir chez nous. Donc, il y a différentes natures d'investisseurs. Déjà, le projet CryptoStone, c'est un projet qui est ouvert à tous, qu'on appelle un projet ouvert à tous. Et l'idée, en fait, c'est de faire cohabiter tout le monde dans le même monde et d'être capable, entre un petit investisseur et un fonds d'investissement, être capable de sortir la même nature de rendement avec à peu près la même nature de traitement. On accepte donc toutes les natures de paiement, entre donc, du fiat et de la crypto. Gros investisseurs, family office, c'est des tickets différents où les gens sont loqués pendant une certaine période, versus la personne qui va vouloir investir quelques dizaines d'euros. En fait, lui rentre et il sort quand il en a envie, quoi. Ok. Et du coup, ça va être sous forme de NFT? C'est une forme de NFT. Alors, et le NFT, par contre, chez nous, en réalité, il a une valeur. Un NFT est égal à une action de la société immobilière, du SPV. Techniquement, en réalité, c'est un SFT, un semi-fungible token, puisque en réalité, toutes les actions entre l'action numéro 1 et l'action 3824, en réalité, elles donnent exactement les mêmes droits. Donc, techniquement, c'est un SFT, mais et par contre, vraiment, et le SFT donc, matérialise l'action et donc matérialise la propriété. Et aujourd'hui, du coup, concrètement, comment ça se passe? Parce que tu dis qu'il y a les paiements qui sont possibles en fiat, Oui. qui sont possibles également en crypto. Pour la crypto, je comprends bien, puisqu'on investit dans un NFT, le NFT est directement envoyé vers le wallet. Pour le paiement en fiat, comment est-ce que ça se passe? On a une marketplace, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme pareil, on est un security token, c'est-à-dire qu'on ne va pas terminer sur Binance ou c'est sur un autre exchange. Tout se passe dans un premier temps sur la V1, sur notre marketplace. Soit les gens ils sont capables de pouvoir le recevoir à travers leur wallet et on leur envoie un jumeau numérique parce que toujours, en fait, comme c'est un security token et quelque part, chaque personne doit faire un KYC, on ne peut pas s'échanger nos actions ou nos NFT ou SFT, on les appelle comme on veut, mais on ne peut pas les échanger comme ça. C'est qu'avec des gens en fait, qui ont fait leur KYC. Dans la V1 de notre DIAP, pour l'instant, c'est tout reste chez nous. D'accord. Donc, on envoie aux différentes personnes donc, le jumeau numérique de ce qu'ils ont. Et après, donc, par contre, ça reste consultable en blockchain. Et pour le versement de dividendes, du coup, pour les personnes qui ont payé en fiat, ça va être en fiat ou est-ce que ça va être en crypto également? Comment est-ce que ça se passe? Comme les gens veulent. Si quelqu'un peut payer en fiat et recevoir des cryptos, c'est au choix de l'investisseur. C'est-à-dire que pour nous, on a vraiment une plateforme qui a plusieurs objectifs, mais la première, c'est de répondre aux différentes attentes des différentes personnes. C'est aussi de se positionner comme plus qu'un stablecoin. L'immobilier apporte une sécurité qu'on va pas. Alors je sais que je parle à un grand expert de tout ce qui est crypto, mais tu vois, quelque part, c'est même si j'adore par exemple tout ce qui est Bitcoin, la problématique c'est que le Bitcoin en fait évolue en permanence. Nos SFT, eux, on va dire que c'est un stablecoin plus stable que l'euro ou que le dollar. C'est quand tu regardes la dévaluation entre guillemets, ton pouvoir d'achat en fait avec un dollar ou avec un euro et tu le prends sur les 10 ou 20 dernières années, c'est limite affligeant. L'immobilier, en fait, c'est quelque chose qui est indexé. Il suffit juste de voir, par exemple, même dans les pays à très forte inflation, que l'immobilier, c'est un marché qui tient partout et tout le temps.
Il peut y avoir, par exemple aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des incertitudes sur le taux d'intérêt. Comme le taux d'intérêt augmente, on se dit non mais l'immobilier va baisser. Peut-être c'est peut-être que ça va un petit peu infléchir, à la place d'avoir la croissance, peut-être qu'on va avoir une petite baisse, mais c'est une petite baisse de quelques pourcents. Si on se positionne sur une vision moyen terme, j'allais dire long terme mais moyen terme, en fait c'est l'immobilier, c'est quelque chose qui croît en permanence. Donc les loyers sont indexés, c'est quelque part, si vraiment tu as beaucoup d'inflation, quand on prend un pays comme l'Argentine, où il y a des périodes avec des très fortes inflations, l'immobilier était intouchable parce que c'était vraiment la réserve de valeur. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on est capable d'apporter une solution aussi aux crypto-addicts en disant voilà, c'est-à-dire quand on est dans une logique de bull run, par exemple, eh ben, ça vaut peut-être le coup au fur et à mesure de ces gains de les placer en fait en immobilier et sur de l'immobilier qui est indexé, dont on est véritablement propriétaire de la valeur pour sécuriser en fait ces gains durablement. Donc, après, tu as tous les dividendes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, souvent, quand on regarde les projets, même les projets actions, ils n'apportent pas des vraies réponses à comment ils font pour verser des dividendes. Parce qu'en fait, la fiscalité de l'immobilier, c'est une fiscalité assez particulière. C'est une fiscalité où, de manière c'est pas très complexe de ne pas payer d'impôts quand on fait de l'immobilier. Alors je ne parle pas de dissimulation ou de quoi que ce soit, mais typiquement quand on achète un bien par exemple à 50, qu'on paye des frais de notaire, quand on paye un agent immobilier, quand on paye un certain nombre de charges et éventuellement des travaux, en réalité la structure en fait elle est en déficit. Elle perd de l'argent. Donc c'est verser un dividende en fait lorsqu'on paye de l'argent. Quand on perd de l'argent, en fait techniquement et juridiquement c'est pas possible. Donc, et sortir un coin pour verser quelque chose, en tout cas c'est pas notre philosophie parce qu'aujourd'hui dans la volonté de CryptoStone, c'est de lier vraiment l'économie réelle avec la blockchain. Et d'ailleurs, notre vision, c'est que l'adoption massive à la blockchain passera en fait par ce genre de passerelle. Donc, l'idée en fait qu'on a eue par rapport à ça, c'est un concept qu'on a appelé un burn d'action. On a pris en fait une espèce de technique qu'on voit souvent dans tout ce qui est crypto. Là aussi, d'habitude, on va chercher dans le monde réel des choses qu'on applique à la crypto, mais là en fait, on a été prendre des choses à la crypto. L'idée, c'est de se dire, vu qu'on n'a pas il n'y a pas de dette en face de ce qu'on achète, en face des actifs immobiliers. Donc c'est-à-dire que demain, on lève 2 millions d'euros ou 20 millions d'euros, en fait, quelque part, tu as vraiment 20 millions de capital. Et là, la mécanique qu'on a décidé de mettre en place pour faire du rewards, en fait, c'est de brûler des actions, c'est de réduire le nombre d'actions. Et en réduisant le nombre d'actions, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, c'est si tu as 100 actions à 1 euro, tu as loué ton bien, donc toi c'est ça, le bien t'a coûté 100, donc tu as 100 actions à 1 euro, tu as 10 de loyer. Vu que la boîte elle a fait 50, elle a 50 de dettes, entre les travaux, les charges, etc. Donc elle est économiquement, elle est en perte, d'accord, ou plutôt économiquement, fiscalement en fait, elle est en perte. Par contre, en réalité, tu as un cash flow qui est positif. En fait, c'est ce qu'on a trouvé comme solution pour faire un rewards, c'est de se dire avec tes 100 actions à 1 euro par exemple, donc là-dessus, et tu as eu 10 de loyer, ce qu'on va faire, c'est les 10 de loyer en question, on va te racheter, la société, le SPV en fait, va te racheter des actions. Donc va te racheter par exemple 10 actions. Donc avec 10 actions en moins, donc tu auras 90 actions qui vaudront toujours la valeur de ton immobilier. L'intérêt, c'est que d'un côté, en vendant tes actions, tu as touché un rendement. Et en vendant en fait tes actions, finalement avec 90 actions, tu contrôles toujours la valeur totale de ton immobilier. Donc en réalité, économiquement, ton action a augmenté. C'est une mécanique, c'est de la pure logique. À la place de valoir 1 à l'action, vaut en gros 1,11. Et par rapport à la fiscalité, du coup, comment ça se passe pour les personnes qui investissent? Alors la fiscalité, elle est juste incroyable. Pourquoi elle est incroyable? C'est-à-dire que toujours ta société, en fait, quand tu achètes de l'immobilier, souvent là, les premières années, on va dire surtout quand tu es dans une société où tu es imposable à l'impôt sur les sociétés qu'on propose à CryptoStone, en fait, la société est en déficit, d'accord, en déficit fiscal. Donc là, déjà, la société, finalement, elle a touché de l'argent. Par exemple, toujours, je te parlais, on a fait 100 d'investissement, on touche 10 de loyer. Donc en fait, on a touché 10, mais comme on a eu en fait de la perte qui est reportable, et fiscalement, par exemple, on se retrouve à moins 40 de fiscalité. Et là, avec ta fiscalité, donc forcément, tu ne payes pas d'impôt vu que tu as fait du déficit.
Et là-dessus, on va te retourner avec ce système en fait, de réduction du nombre d'actions. Donc, on va te retourner 10. Quand tu touches les 10, aujourd'hui, quand tu fais un investissement, par exemple, si tu fais un investissement en crypto, tu investis 100, tu as touché, par exemple, toi, tu as un APR toi, de 10. Donc, en fait, si tu vas payer sur tes 10, en fait, la flat tax de 30 et quelques pourcents. Là, en fait, en réalité, tu commences par toucher l'équivalent de ton investissement initial. Donc, c'est-à-dire que ta fiscalité, c'est-à-dire que la partie flat tax, en fait, elle est quasi divisée par 10. On te retourne prioritairement ton investissement. Tu avais 100 actions à 1 euro, on t'a retourné 10 actions. D'accord. Et donc, il te reste donc, tes 90 actions. Toi, tes 90 actions qui valent donc toujours nos fameux 100. Et toi, avec les 10 actions, en fait, les 10 actions en question, elles représentent principalement ton investissement initial. Là-dessus, il y a effectivement un petit peu de plus-value, mais en fait, très très peu. Quand on pousse le modèle, en tout cas les premières années, ça te divise en fait ta flat tax à peu près par 10. D'accord, donc en fait, c'est avantageux fiscalement pour les gens qui C'est investissent. super avantageux. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, tu investis dans l'immobilier, tu vas commencer à payer des impôts, j'exagère un peu, mais tu vas commencer à payer ta flat tax une fois que tu as récupéré ton capital. En poussant un peu le trait. Du coup, on va passer dans la partie un peu plus technique et les questions qui vont un peu plus toucher au domaine des cryptos, parce que jusque-là, on a beaucoup parlé de l'immobilier. Mais maintenant, on va parler un peu plus du côté technique de CryptoStone, notamment la blockchain que vous avez choisie, qui est Multiver X. Pourquoi ce choix ? Multiver X, ce qui nous a beaucoup plu chez eux, c'est au-delà des avantages technologiques. En fait, résolument, toi, c'est une blockchain qui fonctionne extrêmement bien, extrêmement rapide, extrêmement efficace. Mais c'est la première blockchain en fait, qui est carbone négative, première blockchain européenne carbone négative. Hein. Et en plus, je l'ai dit, c'est une blockchain européenne. Alors après, l'idée, c'est pas d'être que européen, mais voilà, c'est être dans un environnement qui nous convient bien. Aujourd'hui, on voit que le marché est lent, on est en bear market, ça fait un petit moment qu'on est dessus, ça fait beaucoup de mal aux investisseurs. Et on voit qu'il y a un désintérêt des blockchains alternatives, beaucoup par rapport à l'Ether. Donc quand je parle des blockchains alternatives, c'est les blockchains qui ont des smart contracts, qui ont des fonctionnements similaires à celui d'Ethereum. Et pour le coup, MultiverX, comme tu l'as dit, c'est une blockchain très européenne et très française aussi, parce qu'il y a une très grosse communauté MultiverX en France. Est-ce que tu ne penses pas justement que le choix de cette blockchain peut porter préjudice par rapport à CryptoStone ? Non, parce que moi, sinon on ne l'aurait pas fait. Donc voilà. Après, tu vois, c'est pas plus tard qu'il y a quelques jours, en fait, on a vu que Ethereum avait des petites difficultés à boucler certains blocs, etc. Alors là aussi, moi, je suis pas, toi, c'est ça, je suis pas un tech, mais en tout cas, là aujourd'hui, en fait, on est plutôt, pour moi, c'est sur une blockchain qui a une ambition mondiale. On est sur une blockchain pour moi qui se pose des vraies questions sur comment faire de l'adoption massive. CryptoStone, en fait, pour nous, on est aussi sur un projet en fait, qui a vocation à faire de l'adoption massive de la blockchain. Et si vraiment les gens sont des anti-multiverix, hein, ce que je leur déconseille, mais si vraiment ils le sont, en fait, de toutes les façons, nous, ce qu'on veut, c'est partager l'immobilier et en fait, dans une approche cross-chain. Donc voilà, ils trouveront leur bonheur. Mais par contre, voilà, technologiquement, même moi qui ne suis pas un tech, je trouve ça vraiment super. Je trouve que, par exemple, Xportal, alors même si aujourd'hui, dans notre V1, en fait, on ne pourra pas rentrer, par exemple, sur une application comme Xportal, c'est sur la V2 où on se pose la question d'avoir des Sunbound tokens. Tu vois, qui voit en fait un Xportal comprend, en fait, d'après moi, l'intérêt de MultiverX. Je crois juste que les gens n'ont pas encore assez regardé. Ouais, je pense que MultiverX, ils sont très axés sur l'adoption. Et donc, ils rendent les choses un peu plus user-friendly et les applications qui sont vraiment accessibles. Et du coup, pour suivre la question que je viens de te poser, imaginons que ce bear market persiste, imaginons que les conditions sont toujours compliquées et que les gens ne sont toujours pas intéressés. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vendre tous vos NFT, est-ce que ça a un impact sur le projet ? Qu'est-ce qui se passe ? Aucun impact. En fait, c'est aujourd'hui, là aussi, c'est d'apporter en fait quelque chose d'extrêmement sécurisé, c'est-à-dire que c'est extrêmement sécurisé à nos investisseurs.
Donc je dirais que et on cherche aussi l'adoption massive. C'est-à-dire que là aussi, c'est pas faire un énième projet crypto où à un moment on vient, on est en train de sortir des coins dans tous les sens où les gens comprennent rien. Alors toujours, comment dirais-je, j'ai pas de problématique avec ça, hein, mais en tout cas, nous, on est sur un pur projet en fait d'investissement immobilier. Sur lequel, comme on disait, c'est-à-dire les gens en fait qu'on va démarcher. Alors effectivement, par exemple, on a toute notre communauté. Tu vois, on a notre communauté Twitter en fait où c'est plutôt des gens qui vont venir naturellement vers nous. Mais en parallèle, en fait, on va effectivement voir différentes personnes pour qu'ils viennent investir dans l'immobilier. Et en réalité, c'est une opportunité pour tout le monde. C'est-à-dire que si c'est le bear market pour la crypto, d'un autre côté, c'est pas le bear market pour l'immobilier. Alors je dis pas que c'est la période la plus faste, mais par contre, en fait, quand tu proposes un projet dans lequel tu as du rendement et dans lequel tu peux investir des sommes extrêmement raisonnables, hein, et dans lequel justement aussi tu n'as pas de dette, parce que partir avec de la dette aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué. Toujours pour avoir été un professionnel de l'immobilier, moi je le suis toujours, mais en tout cas maintenant je fais que des activités pour CryptoStone, j'arrête d'en développer pour moi. En fait, la problématique de négocier, par exemple, un bien immobilier avec des taux élevés comme en ce moment, c'est que quand on est particulier, on arrive à baisser les taux. Quand on commence à se positionner en professionnel, c'est très compliqué de baisser les taux. Et tu vois, les banques, en fait, elles te verrouillent. En fait, elles verrouillent plus les professionnels que les particuliers. Donc, qui va faire de la dette, en fait, risque de se retrouver un petit peu en mode galère dans quelques temps. Là, aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, quelqu'un qui a, si on prend par exemple tout ce qui est prévente, on est sur des tickets à minimum 10 000 €. Donc, en fait, 10 000 €, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui se lance en crypto. Mais maintenant, pour un petit investisseur immobilier, 10 000 €, c'est très, très peu. Et là aujourd'hui, si je prends le premier mint, en fait, on parle d'un peu moins de 2 millions d'euros. Alors 2 millions d'euros en bear market, c'est beaucoup. Quand on parle de crypto, mais 2 millions d'euros en fait en immobilier, pareil, c'est pas grand chose quoi. C'est vraiment pas grand chose. Et quoi qu'il en soit, en fait aujourd'hui c'est de l'immobilier dont on est déjà propriétaire. Donc en fait c'est quelqu'un qui rentre, même si demain on ne fait pas de sold out, en quoi j'ai du mal à croire, mais même si on ne fait pas de sold out, en fait c'est pas un problème parce que en fait Parce que vous gardez les dividendes au final. Ouais, c'est ça, oui, parce qu'en fait on est déjà, c'est ça, c'est en fait on porte déjà le bien et en fait l'idée c'est plus en fait aujourd'hui, toi c'est ça, on a tout sécurisé, donc c'est vraiment pas, c'est pas un souci pour nous quoi. Et dernier sujet avant de passer à la fin de cette interview, ça va être la gouvernance. La gouvernance est quelque chose de très important dans l'univers crypto puisque on parle toujours de cette décentralisation, de ce droit de vote, d'avoir quelque chose à dire sur l'avenir du protocole, etc. Aujourd'hui, on a vu que la gouvernance peut être quelque chose de très contraignant, notamment dans le cas d'Arbitrum, ce qui s'est passé lorsqu'ils ont bougé les fonds sans l'autorisation, qu'une fois que le vote est passé, ils ont fait « Ah bah en fait, même si vous êtes contre, bah, on l'a déjà fait ». Donc voilà, ensuite ils sont revenus en arrière, ensuite il y a eu d'autres votes. Je pense que dans l'immobilier, c'est aussi quelque chose qui peut être contraignant parce que remettre le droit de vote à quelqu'un qui ne comprend pas forcément l'immobilier et qui ne voit uniquement que le profit que lui peut se faire, ça peut être quelque chose de compliqué. Comment est-ce que vous comptez mettre ça en place et comment est-ce que vous comptez faire en sorte que les gens votent? Parce que la participation à la gouvernance, c'est aussi un gros sujet. Ouais. Alors, en fait, c'est toujours notre fameux SPV, donc la société de projet. En fait, il va y avoir deux niveaux de gouvernance. En fait, il y a un niveau légal, juridique, et on ne peut pas faire à côté. C'est en fait, on ne peut pas dire, voilà, devenez actionnaire, et derrière, en fait, c'est donner une espèce de gouvernance à une DAO. En fait, techniquement, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une assemblée générale, et en fait, c'est les actionnaires participent aux assemblées générales. Néanmoins, c'est-à-dire que dans les assemblées générales, donc, tu as les décisions les plus stratégiques passent en assemblée générale. Et donc là-dessus, on ne peut pas déroger à ça, c'est la loi. Et toujours, on a un projet qui est tout sauf un projet des gènes, quoi. On est plutôt l'antithèse de ça, tu vois. Voilà, donc, et maintenant, on s'est dit, ok, il s'avère que quand tu fais rentrer un family office dans la société de projet, en fait, elle n'attend pas les mêmes choses et elle n'a pas les mêmes implications que quelqu'un qui fait partie en fait plutôt de notre communauté crypto, qui a envie en fait un peu de s'impliquer, qui veut savoir ce qui se passe dans l'immeuble.
Et donc là-dessus, en fait, on a créé en fait une mécanique de DAO en fait avec une gouvernance en fait sur les questions qui n'ont pas forcément à être posées en fait en assemblée générale. Et là, en fait, en fonction de la précocité en fait, de l'investisseur que tu es, en fait, on a multiplié tes droits de vote. Alors, il faut bien comprendre, moi, toi, t'as l'assemblée générale, en fait, c'est la loi, et en fait, on ne peut pas y déroger. Et après, tu as par exemple l'avis de ce qui se passe. Typiquement, dans le premier bâtiment, en fait, on a créé par exemple des liens pour les locataires en fait, qui vont venir s'installer, des liens avec une crèche, avec des choses. Et tous les liens, par exemple, qu'on peut créer, toutes les choses qu'on peut faire, tout l'art de vivre en fait, qu'on peut développer dans un bâtiment. Est-ce qu'on fait du co-living, pas du co-living? En fait, tout ça, c'est des choses qu'on peut le voir et le travailler à travers la DAO. D'accord. Voilà, donc en tout cas, c'est des choses où plus les gens rentrent vite dans le projet, en fait, plus ils sont écoutés. On va passer dans la dernière partie de cette interview et on a encore 3 sujets majeurs à aborder et ensuite 2 sujets bonus, on va dire. Pour commencer, aujourd'hui, il existe déjà des sociétés qui tokenisent de l'immobilier. Est-ce que tu pourrais juste me citer les différents types de tokenisation qui existent et pourquoi est-ce que vous avez pivoté vers votre modèle? Je dirais que tu as 3 grands modèles en fait, de tokenisation immobilière. Et même dans les 3 grands modèles, après, tu peux avoir des variantes. Tu as en fait tout ce qui est contrat en fait, de royalties. En fait, c'est une logique de partage de gains. C'est-à-dire que toi, en fait, en tant qu'investisseur, tu apportes de l'argent à une société. En fait, la société, elle, devient propriétaire. Mais toi, par contre, tu n'es pas du tout propriétaire de la société. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, tu n'as pas de contrepartie réelle à part une promesse de partage de gains. Et la société, elle, pour la peine, elle est devenue propriétaire avec ton argent. Donc ça, c'est un premier modèle. Après, en fait, tu as un deuxième modèle. En fait, c'est un modèle en fait, ce qu'on appelle d'obligation. Donc, en fait, une obligation, alors souvent, les gens ne font pas toujours. Et c'est vrai que parfois, moi, je me dis, ouais, c'est dommage parce que tout le monde ne comprend pas bien la différence entre une action et une obligation. Donc, une obligation, c'est le fait de prêter de l'argent. Donc, c'est-à-dire que là aussi, c'est je prête de l'argent à une société et en échange de mon prêt, la société me verse en fait un rendement. Donc alors en fait, effectivement, ça peut être un security token. Donc qui dit security token dit effectivement un minimum de sécurité parce que dans le sens où on est censé te rendre ton argent, mais sauf que ton argent en fait quelque part il est indexé vraiment sur rien à part une promesse d'obligation. Nous, chez CryptoStone, l'idée, c'est de partager en fait une passion. C'est-à-dire que vraiment, je sais que pour moi, l'immobilier en fait est une passion. Et en fait, l'idée, c'est de permettre en fait aux gens de devenir véritablement propriétaires d'actions d'une société qui, elle, est propriétaire d'immobilier. Parce que, bien évidemment, en fait, en France, alors ça existe à Dubaï, mais en France, en fait, le cadastre n'est pas on-chain. Donc, en fait, pendant encore je ne sais pas combien d'années, peut-être de dizaines d'années, en fait, on ne peut pas tokeniser directement un bien immobilier, mais on peut tokeniser les actions d'une société en fait, qui, elle, est propriétaire d'un bien immobilier. Ça, c'est le modèle qu'on a mis en avant, de sorte à ce que chaque personne puisse devenir justement, à sa petite échelle, indirectement propriétaire d'un bien immobilier. Aujourd'hui, CryptoStone, ce n'est pas juste une société, ce n'est pas juste de la tokenisation immobilière. Tu as plusieurs projets qui gravitent autour. Ouais, est-ce que tu pourrais juste en parler un tout petit peu? Oui, en fait, c'est CryptoStone. Alors, d'une part, je dirais qu'on a, même si l'idée du projet, c'est de se développer au niveau national, au niveau européen et au niveau mondial, en fait, il s'avère qu'on a un fort attachement au territoire. Et en plus, on considère que le territoire est assez bien, placé pour plein de choses. Donc, l'idée, c'est essayer d'attirer un maximum de sociétés en fait, autour de la blockchain. Là-dessus, au-delà d'attirer en fait un maximum de sociétés autour de la blockchain, donc on a d'une part, dans un premier temps, développé l'écosystème qui est nécessaire pour nous, mais en fait, on n'a pas de problématique après aussi à l'ouvrir aux autres. Donc, typiquement, on est en train de créer, par exemple, une société qui est CIF, donc conseiller en investissement financier, pour justement pouvoir faire de la publicité autour d'investissements financiers, déjà les nôtres, mais éventuellement aider en fait, d'autres startups justement à pouvoir promouvoir leurs investissements financiers.
On a créé en fait avec l'Institut d'innovation et de logistique, qui est un laboratoire de recherche, une école d'ingénieurs en fait en logistique. En fait, on a créé en fait ce qu'on appelle une chaire industrielle. Une chaire industrielle, c'est une espèce de partenariat scientifique, une forme de laboratoire de recherche sur lequel en fait on travaille sur tout ce qui est logistique, puisque eux connaissent bien la logistique, mais nous par contre en fait on est dans l'immobilier très intéressé sur tout ce qui est donc développement durable et en particulier l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est le réemploi de matériaux ou la transformation de matériaux. Typiquement, pour schématiser, un lavabo qui a été utilisé pendant 20 ans à un endroit et on fait des bureaux à 500 mètres à côté. Et si le lavabo est encore en bon état, il a un design encore correct, le fait de l'enlever et de le repositionner, ça par exemple, ça c'est du développement circulaire. Quand on est dans une crise, par exemple, il y a eu beaucoup de problématiques, par exemple de matériaux, de rupture. Après le Covid. Ouais, exactement. Déjà, c'est des matériaux qui sont souvent disponibles, des matériaux souvent en fait, qu'on détruit, on ne sait même pas quoi en faire. Et donc là, c'est vraiment apporter une alternative au monde et de structurer en fait, le réemploi de matériaux. Et au même titre qu'il existe donc des normes sur des matériaux neufs et environnementaux, d'essayer avec ce laboratoire a pour objectif d'apporter en fait des normes sur tout ce qui est économie circulaire. Alors après, ça va être des résultats au long cours parce qu'en fait, globalement, c'est à peu près 5 ans de recherche qui sont prévus avec l'I2L, avec l'Institut d'innovation et de logistique. Et en parallèle, on discute avec justement, c'est plus que discuter, on est en train de mettre en place aussi des choses relatives à la formation par rapport à la blockchain au niveau local, une association au niveau de tout ce qui est blockchain au niveau local. Donc vraiment, on essaye d'impulser les projets. Nous, alors bien évidemment, en fait, CryptoStone, c'est CryptoStone, mais on fait très attention à notre bande passante. Mais dès qu'on voit, par exemple, des bons porteurs de projets, des bonnes personnes, dès qu'on peut un peu les pousser, les aider avec nos contacts, on le fait avec le plus grand des plaisirs pour essayer de développer l'écosystème aussi local en plus de l'écosystème CryptoStone. Cette attache au territoire, on parle bien du territoire de Metz, qui a la plus belle gare de France, au passage. Donc, est-ce que tu penses que Metz a un potentiel d'occuper une place importante dans l'écosystème crypto français? Et si oui, comment est-ce que ça pourrait s'articuler? Je pense que Metz a clairement une place à prendre dans l'écosystème crypto français, crypto et blockchain. À Metz, tu as OAK qui est là, donc c'est plutôt une bonne chose. Sauf erreur de ma part, c'est la ville de province dans laquelle il y a le plus de PSAN. Entre les frères Simonin, on a quand même 2 personnes qui sont des incroyables ambassadeurs de la blockchain et qui sont basés à Metz. Avec leurs entreprises, Myriad, Escogne, etc., que tu connais, je crois, mieux que moi, Ilium, voilà. Et après Metz, je dirais que tu as l'emplacement qui est pour moi vraiment stratégique, parce que tu as la proximité du Luxembourg, et le Luxembourg a compris aussi un peu avant la France de l'intérêt en fait, d'investir dans la crypto. Tu as des sommes phénoménales qui sont en train d'être investies au Luxembourg. Et je dirais que la vie est plus agréable à Metz qu'à Luxembourg. Je n'ai pas envie de rentrer dans un grand débat, mais en tout cas, les Luxembourgeois, ils sont en train de... C'est quelque part la blockchain et toi, toute la tech, c'est quand même des choses qui se passent pas mal en remote. Et donc, on est capable effectivement, vraiment d'apporter quelque chose de complètement différent par rapport à ça. Et toujours, je dirais qu'à Metz, il y a une très très forte volonté politique de pousser la blockchain. C'est-à-dire que quand on voit par exemple ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ou quand on voit ce qui s'est passé au Sénat, c'est dommage que l'actuel maire de Metz ne soit plus sénateur, puisqu'il a laissé sa place, parce que c'est typiquement, en fait, on aurait eu un ardent défenseur en fait, de la blockchain. Et aujourd'hui, quand je prends l'agence d'attractivité à Metz, quand je prends donc le président de l'agence d'attractivité, c'est un fervent défenseur de la blockchain. Moi, c'est des gens que je connais vraiment très très bien. Et le maire, donc, qui est président en fait, de l'Eurométropole, c'est des gens qui accueillent toutes les entreprises. Ils sont vraiment prêts à accueillir toutes les entreprises blockchain et crypto à bras ouverts, quoi. On va arriver à la fin de cette interview. Elle a été. Alors déjà, c'est une interview très instructive puisque moi, je ne suis pas du tout dans l'immobilier. Autant je peux parler technologie, blockchain, crypto, mais autant j'apprends toujours des nouvelles choses quand je parle sur les sujets comme ça. Et avant de passer sur ton mot de fin, c'est une question qu'on pose à tous nos intervenants. Aujourd'hui,
quels sont tes investissements perso? On a compris que tu étais dans l'immobilier, mais est-ce que tu as des investissements qui te passionnent plus? Parce que tu as parlé aussi des entreprises dans lesquelles tu investis. Tu dis que tu es passionné par la blockchain et les cryptos, donc j'imagine que tu en as aussi. Quels sont aujourd'hui tes investissements perso que tu affectionnes particulièrement? L'immobilier, l'éducation. Par exemple, pour moi, l'éducation, moi, tu vois, je vois commencer, moi j'ai des enfants, donc déjà commencer par l'éducation de mes enfants, en fait, c'est des choses extrêmement importantes. Et quand on dit justement qu'il faut dior un projet, toi, l'éducation, je pense que ça permet de bien les dior. Après, peut-être quelques projets coup de cœur. Alors forcément, je parlais de Multiverse X, donc tu vois, j'ai un petit peu de GLD. Et après, j'aime bien, je dirais, je crois, tu as 3-4 projets. Tu as Cowatt, que j'aime bien. Tu as Globiz. Tu as un projet alors, qui est en train de se développer que je suis pas mal, qui s'appelle Sensei Écosystème. C'est là aussi, c'est de la formation. Et le dernier, alors là, c'est vraiment un projet aussi que j'aime beaucoup. C'est Dinovox, les Graou, tu vois. Et c'est vraiment, et là aussi, tu as prochainement, toi, le mint de Dinovox, là, toi, des old, toi, c'est ça, c'est des… Les OG, ouais. Ouais, les OG. Les old grau. Ouais, les old Graou. Et donc, en fait, voilà, c'est typiquement un truc qui m'intéresse beaucoup. Bonjour Helmut, si tu passes par là, je dis aussi on t'envoie tes bisous. Voilà. Pour finir cette interview, est-ce que tu aurais un mot de fin, que ce soit sur CryptoStone, les blockchains crypto, la motivation pour les jeunes, les entrepreneurs, tout ce que tu veux, c'est à toi. Alors là, ça fait un grand champ libre, quoi. Depuis que j'ai commencé à entreprendre, en fait, j'ai toujours eu l'impression de ne pas travailler. Alors, en fait, à un tel point, alors ma femme, elle me dit que j'arrête pas de travailler, mais moi, j'ai l'impression de rien faire. Tu vois, alors, je fais avancer des choses, et tu vois, ici, on est dans un bâtiment à moi, donc en fait, c'est par la force des choses. En tout cas, je vois des concrétisations que je fais, et je crois en fait que ce qui rend heureux dans la vie, quelque part, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et tu vois, aujourd'hui, ce qui est agréable avec Théo et Maxime, par exemple, c'est que là aussi, je vois que c'est des gens qui prennent beaucoup de plaisir. Et puis pareil, je pense que vous aussi, tu vois, vous prenez beaucoup de plaisir avec ce que vous faites. Et ça, en fait, je crois vraiment que ça change véritablement ta vie. Après, pour parler là aussi de CryptoStone, c'est là où j'espère que je vais réussir. En fait, d'ailleurs, j'ai même pas de doute sur la réussite. Après, la réussite, c'est de se dire, toi, est-ce que finalement, je serai moi le plus gros investisseur du projet, ou est-ce que mon rêve, en fait, c'est qu'il y ait beaucoup d'investisseurs. Moi, quand je dis beaucoup, je ne parle pas de beaucoup d'argent, mais en fait, c'est aujourd'hui, je ne fais pas ce projet pour changer ma vie. En fait, c'est ma vie professionnelle. En réalité, tu vois, et puis en immobilier, je n'ai pas besoin de CryptoStone pour faire de l'immobilier. En fait, aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment partager ma passion. C'est-à-dire, j'aime l'immobilier. Je pense que l'immobilier peut changer la vie des gens. C'est-à-dire, là aussi, on a discuté tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'étais pas encore dans l'immobilier, mais j'espère que justement, je réussirai à te convaincre à un moment de te lancer dans ton premier investissement immobilier. Parce que tu vois, c'est quelque chose d'extrêmement sécurisant. En fait, c'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose, tu vois, on a besoin, si c'est une entreprise, quelle que soit la nature de l'entreprise, en fait, tu as besoin d'immobilier. Tu as besoin de te loger. En fait, c'est quelque chose en fait, qui intervient en fait, à tous les moments. Et à tous les moments de la vie. En fait, c'est quelque chose de sécurisant. J'imagine que tu n'es pas encore marié, mais tu verras, en fait, c'est ça. Pas encore. C'est avoir une maison, ça sécurise une femme. Tu vois, non, mais quand je dis ça sécurise, non mais voilà, c'est pas que ce soit mal interprété, mais voilà, toi, c'est vraiment, en fait, et l'idée, c'est de partager une passion. C'est pareil, je reçois plein de DM d'immobilier. En fait, j'adore ça. Je réponds à tout le monde. C'est entre quelqu'un qui a n'importe quoi comme problème. En fait, c'est pas que à des gens qui ont prévu d'aller investir chez CryptoStone. En fait, moi aujourd'hui, c'est essayer de partager une passion et c'est de montrer en fait à quel point, c'est ça, tu construis un bâtiment comme tu construis ta vie. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas si c'est de la philosophie ou tu vois, c'est quelque part rentrer dans de la construction. Peut-être que ça permet aussi de donner un chemin et de bâtir, des choses et bâtir en fait des choses avec les gens qui nous font confiance, quoi. C'est une très belle conclusion. Pour le coup, le début était très bien. Je me suis dit, il va s'arrêter. Non, il a continué.
En tout cas, j'espère que ma copine ne va pas me quitter après cette vidéo parce que je n'ai pas encore de maison et que je ne l'ai pas encore sécurisée. Ne t'inquiète pas, on va en trouver une. Mais merci Mais beaucoup. sous forme de NFT, quoi. Si c'est une maison, on peut faire un NFT. Mais en tout cas, merci beaucoup Laurent. Déjà, ça me permet d'apprendre un peu plus sur le domaine que je ne maîtrise pas du tout et échanger sur des sujets qui me passionnent comme la crypto, la blockchain et l'investissement en général. Voir une personne qui est dans ce domaine-là depuis des années, voire des dizaines d'années, Ouais. c'est aussi intéressant de voir quelle est la philosophie derrière ce nouveau projet, avec cette nouvelle surcouche, cette nouvelle solution. Donc ça me permet aussi d'avoir ce recul que je n'ai pas encore, puisque je suis peut-être investisseur, mais je reste quand même jeune aujourd'hui. Et en tout cas, j'espère que vous avez aussi appris des choses. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir CryptoStone. Tous les liens sont toujours dans la description. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez aller regarder ce qu'ils font. Toujours faites vos propres recherches. Regardez quand même l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on accueille Laurent que vous devez foncer la tête baissée dans le projet. Tout ce que nous avons dit ici, ce n'est pas du conseil en investissement. Bien évidemment, faites vos propres recherches. Investissez uniquement l'argent que vous pouvez perdre. Ce sont des disclaimers légaux que je suis obligé de dire et qui me paraissent évidents, mais qu'il faut qu'on précise quand même parce qu'il y a des gens qui commencent l'investissement à travers ces vidéos. Et en tout cas, Laurent, merci beaucoup pour l'accueil. Je te remercie, mais tu vois, je me permets juste de compléter le mot de la fin. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Artem, il faut faire ses propres recherches. Et quelque part, pour moi, j'incite les gens à faire leurs propres recherches parce que c'est pas très compliqué de trouver de l'information financière sur les gens. Comme je l'ai dit, j'ai pas mal de sociétés. Alors après, elles ressortent pas toutes forcément d'un coup, mais en fait, une fois j'ai publié, j'ai fait un tweet en montrant en fait un certain nombre de sociétés en fait qui m'appartiennent. Et là aussi, en fait, pour moi, c'est de se dire en fait, en faisant des recherches, c'est valorisant pour nous parce que les gens comprendront, on peut pas partir comme ça en fait. Tu vois, j'ai trop de choses à perdre. Donc faites vos recherches. Super. Merci. Merci beaucoup, merci à toi. Super.